Merci beaucoup Ingrid pour ce chaleureux accueil, je dois dire. Et c'est pour moi un réel plaisir d'être ce matin parmi vous, ici à Monaco, pour cette nouvelle édition de e-commerce one-to-one, cette 5e édition à laquelle, vous savez, la FEVAD est particulièrement attachée et particulièrement fière d'être partenaire de cet événement, qui est un avènement aujourd'hui, c'est 5 ans, particulièrement fière d'être partenaire de cet événement, pas comme les autres, pour la FEVAD et pour l'ensemble des e-commerçants. Vous savez, la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce, pour ceux qui ne le savent pas. Notre rôle, c'est d'accompagner le développement du e-commerce et donc de vous accompagner dans votre croissance et votre développement. Alors, vous accompagner, c'est d'abord vous fournir des informations sur l'évolution des pratiques, sur l'évolution du marché à travers nos newsletters, à travers les travaux en commission, à travers les indicateurs, les études que nous publions, et puis plus récemment, le lab que nous venons de lancer cette année, le lab de l'innovation FEVAD. Et puis, accompagner le développement du e-commerce, c'est aussi veiller à la qualité de l'environnement réglementaire et législatif. C'est agir en permanence avec le soutien de nos 600 entreprises au service du e-commerce pour défendre un environnement qui soit le plus clair, le plus équilibré, le plus adapté, un environnement qui permette de soutenir la croissance et la performance de vos entreprises dans le respect des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de loyauté, de transparence et bien sûr de respect du consommateur. Et puis le rôle de la FEVAD, c'est aussi d'être au contact des e-commerçants, de l'ensemble des acteurs du e-commerce, à travers les contacts quotidiens que nous pouvons avoir avec vous, avec nos 600 entreprises et au-delà, également en étant présents dans les grands moments, les grands rendez-vous, les grands rassemblements de e-commerçants, comme c'est le cas, je crois, de e-commerce one-to-one, qui en 5 ans, c'est vrai, j'ai assisté à la naissance de e-commerce one-to-one, et en 5 ans, cet événement s'est imposé comme le premier rendez-vous d'affaires consacré au e-commerce, aussi bien d'ailleurs en France qu'en Europe. Et vous savez que la FEVAD est très présente aujourd'hui au niveau européen, et e-commerce one-to-one est vraiment la référence aujourd'hui en France, mais aussi en Europe pour ce genre d'événement. Alors, les raisons du succès de e-commerce one-to-one, je crois que tous ceux qui ont participé aux précédentes éditions, les connaissent. Je crois que la première, c'est véritablement la qualité de l'organisation. Et je voudrais vraiment saluer à nouveau Ingrid et ses équipes pour leur professionnalisme, pour tout le travail qu'elles font. Et je peux vous dire qu'ils mettent vraiment tout en œuvre pour vous assurer le meilleur, en tout cas les meilleures conditions pour ce one-to-one. Et je crois qu'on peut à nouveau les applaudir. Merci pour... La deuxième raison du succès, c'est la mobilisation. La mobilisation des e-commerçants, et je crois que cette année, c'est une mobilisation sans précédent, puisqu'on a dépassé le cap des 1000 participants. Je crois que la première année, on était aux environs de 300, Ingrid, c'est ça. Ouais, ils sont arrivés à 300, on est aujourd'hui à 1000. L'année prochaine, il paraît qu'on délocalise sur le plus grand amphithéâtre qui est à côté, ce qu'on m'a dit. En tout cas, c'est un challenge. Donc merci à vous, merci de vous mobiliser pour cet événement. Et puis le troisième facteur de succès, c'est le programme, un comité de programme auquel je suis associé au nom de la FEVAD, et je salue tous les membres du comité éditorial. Nous participons aussi à travers les ateliers que nous vous proposons. Alors un atelier sur la logistique, et on lance demain l'Observatoire de la logistique FEVAD, très intéressant, vous savez que la logistique est vraiment au cœur de l'activité. Et puis un atelier juridique que j'animerai avec Laure et Étienne Drouard vendredi. Je vous le recommande aussi, venez nombreux. Après ça, je vous promets, vous ne regarderez plus vos juristes de la même façon. Donc venez vous renseigner un petit peu sur l'évolution du contexte juridique qui est absolument essentiel pour le développement. Et puis ce matin, évidemment, une plénière d'ouverture où il sera question de magasins. On pourrait me dire finalement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de consacrer une plénière d'ouverture d'e-commerce au magasin? Eh bien non. Je crois qu'aujourd'hui, le magasin joue un rôle de plus en plus important dans le e-commerce, à la fois pour les retailers, dans le cas des retailers, mais également, et vous avez sans doute vu l'annonce de Google qui allait ouvrir un magasin, c'est vous dire si effectivement le magasin est aujourd'hui au cœur du e-commerce, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le cadre de la table ronde qui sera animée par l'excellente Flore Fauconnier, qui anime tous les ans l'ouverture de ce one-to-one avec cette table ronde qui s'annonce passionnante. Mais avant de passer la parole à Flore et à ses invités,
On a souhaité ce matin vous présenter une étude réalisée par la FEVAD, une étude pas comme les autres. C'est une étude qui s'inscrit dans le cadre du programme d'études de la FEVAD. On a un certain nombre d'études qu'on réalise et en début d'année, on fait un certain nombre d'études qui nous permettent de mieux comprendre, d'anticiper l'évolution sur le cours de l'année. Donc on a une étude de marché qu'on a publiée avec le ministère du Commerce sur l'état du marché, du e-commerce, le montant, le panier moyen, le nombre de consommateurs. On a une deuxième étude qu'on a réalisée avec CSA pour essayer de comprendre les intentions des Français en matière de e-commerce. Et je parlais avec Eric tout à l'heure. C'est vrai que comprendre l'évolution des comportements de commerce est absolument essentiel pour le développement de vos entreprises. Mais ce matin, on va s'intéresser à des gens très importants. On va s'intéresser à vous, puisque cette étude, elle porte sur le moral des e-commerçants. Et on a voulu voir un petit peu dans quel état d'esprit, vous, après avoir vu les consommateurs, vous les professionnels, vous voyez 2015. Et c'est ce que je vous propose tout de suite de voir ensemble avec cette présentation sur cette 4e édition donc, du baromètre FEVAD sur le moral des e-commerce. Alors première chose qu'on a voulu savoir avant de vous dévoiler les résultats, donc la méthodologie, donc c'est un panel de 120 dirigeants de sites e-commerce. Donc je précise, c'est bien des dirigeants de sites e-commerce, donc PDG, DG et directeur e-commerce, à qui on a adressé un questionnaire, donc fin janvier, début février. Et cette étude qui est réalisée en partenariat avec One2One et LSA, et cette année également réalisée en partenariat avec e-commerce Europe, puisque le volet international de l'étude a été repris par 11 associations nationales et les résultats consolidés seront présentés courant avril. Alors première question, on a voulu voir finalement comment vous entrevoyez 2015 sur le plan général, au plan économique, et quel était votre sentiment par rapport aux perspectives économiques qui nous entendent cette année. Alors, premier élément intéressant, vous voyez que le moral est là, le moral est bon. 47% des e-commerçants sont plus optimistes que l'an dernier. C'est un chiffre qui est supérieur à celui de l'an dernier. Et une surreprésentation des pure players qui sont encore plus confiants, surtout ceux qui font moins de 10 millions, puisqu'on a 55% de plus optimistes. Et vous voyez que finalement, le moral est en progression par rapport à l'année dernière et en ce qui concerne les perspectives. Alors, au-delà des perspectives globales, on a voulu voir si, pour vos entreprises également, vous étiez plus confiants que l'an dernier, notamment en ce qui concernait la réalisation des ventes et votre chiffre d'affaires pour 2015. Eh bien, là aussi, le moral est au beau fixe, puisque 78% d'entre vous s'attendent à une croissance de leur chiffre d'affaires. Donc, on est comparable par rapport à 77. Et là, c'est les pure players à nouveau qui sont encore un peu plus optimistes, puisqu'on est à 80%. Alors, le chiffre d'affaires, c'est très bien, c'est une chose, et les pure players savent très bien le développer et très vite. Ce qui est peut-être plus important, c'est la performance financière et notamment la marge nette. Et là, c'était intéressant de voir si on était en cohérence. Et oui, on a 61% des e-commerçants qui sont confiants par rapport à l'évolution de leurs résultats, de leur marge financière. Vous voyez qu'on a une progression de 6,7% par rapport à l'an dernier. Alors, au-delà des ventes et de la performance, on a aussi voulu vous interroger sur les mouvements auxquels vous vous attendiez pour 2015 au niveau du e-commerce. Alors, on va les passer vite. Alors, vous voyez, le premier, c'est la fermeture de sites. C'est un grand classique et c'est normal dans toute économie. Il y a des sites qui ouvrent et des sites qui ferment. Vous savez que le delta en 2014 a été positif puisqu'on a eu un solde positif de 20 000 sites ouverts en 2014, un site toutes les demi-heures. Alors quand je dis 20 000, c'est 157 000, dont 20 000, donc c'est le solde des disparitions et des ouvertures. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, ce chiffre est en baisse de 4 points, puisqu'on passe de 92 à 87% d'entre vous qui envisagent des fermetures. Et d'ailleurs, on note que les retailers sont même encore plus optimistes par rapport à ce point-là. Le deuxième phénomène important, c'est le mouvement de concentration. Vous voyez un mouvement de concentration qui se fera notamment via des accords stratégiques entre e-commerçants et retailers. On en a déjà vu en 2014, on en verra certainement en 2015. Vous êtes moins nombreux à penser cette année à l'arrivée de nouveaux acteurs étrangers. C'est vrai qu'on avait eu Azos, on avait eu Zalando, peut-être sans doute un peu moins, et moins de la moitié à croire en des levées de fonds ou l'émergence de nouveaux grands acteurs.
Les priorités, vos priorités pour 2015, on a essayé de regarder les priorités en matière d'investissement. Finalement, si le moral est bon, il devrait y avoir de l'investissement. Sur l'investissement, alors j'avais prévu un petit quiz, mais on n'a pas le temps pour voir si on était raccord avec la salle. Et vous voyez que c'est l'informatique cette année qui arrive en tête. L'an dernier, c'était le marketing et la publicité. L'informatique arrive en tête, suivi de l'international. Et sur la troisième place, on note une différence quand même entre les pure players et les retailers. Pour les pure players, ça sera le marketing et la publicité, toujours. Pour les retailers, en troisième position, on a la diversification des canaux. Alors, puisqu'on parle de canaux, c'est l'autre question. Et là, on a voulu également faire une distinction entre les pure players et les retailers. Alors, pour les retailers et pour les pure players, à votre avis, quel est l'investissement prioritaire en termes de canaux? Pardon? J'entends pas. Personne? Le mobile. Eh bien presque, c'est pas le mobile, c'est le site, mais c'est un petit peu piège parce que c'est la première année. Et finalement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobile, mais on oublie parfois un peu qu'il y a quand même le site. Et pour l'instant, c'est le site qui assure le principal résultat. Le deuxième, vous l'avez trouvé, c'est le mobile qui est en forte progression. Vous voyez que c'est un objectif prioritaire à la fois pour les retailers et pour les pure players, sauf que sur les retailers, ils gagnent 11 points. Et je pense qu'effectivement, l'utilisation du mobile, y compris dans le magasin, le web in-store est certainement une des grandes tendances. Et puis la troisième, là, on a une divergence entre les deux, puisque le click and collect est le troisième canal prioritaire cité par les retailers, alors que les réseaux sociaux arrivent en troisième position. Les réseaux sociaux qui gagnent pratiquement, je crois qu'on est à 12%, donc 26%. Vous voyez, le réseau social n'est pas mort, en tout cas pas pour les pure players qui comptent aussi investir. Et vous voyez ici les autres priorités. Dernière priorité, en termes de priorité, le marketing. Et là, on retrouve l'acquisition et la fidélisation sans surprise sur les deux types d'acteurs. Vous voyez quand même la personnalisation qui arrive à 23%. Un quart, c'est la personnalisation et le brand content. En revanche, la publicité programmatique, vous voyez que ça reste encore relativement confidentiel par rapport aux autres priorités. Autre thème important, c'est l'emploi. C'est important pour vous, c'est important pour nous en tant que citoyens. Et là aussi, on regarde chaque année ce que ça donne en termes d'emploi. Bonne nouvelle, les effectifs ont augmenté. Vous voyez, dans 57% des entreprises déclarent que l'effectif ont augmenté. C'est plus que ce qu'elles anticipaient, puisqu'on avait 40% qui anticipaient une augmentation. En 2014, début 2014, finalement, c'est 57%. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette tendance va se prolonger. Et là aussi, bonne nouvelle, puisqu'on a 48% des répondants qui pensent que les effectifs devront augmenter dans leur entreprise. Et vous voyez, il y a moins de 15% qui pensent diminuer les effectifs dans l'entreprise. Je pense que là, c'est aussi une nouvelle extrêmement encourageante. Dernier volet de l'étude, l'international, qui est un volet extrêmement important. Alors, l'international sera-t-il un relais de croissance? Vous avez déjà eu un début de réponse en voyant que c'était la priorité en termes d'investissement qui arrivait en deuxième position. Eh bien, là, 64% des répondants sont déjà à l'international. C'est un gain de 10 points par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même tout à fait considérable, plus 10% parmi les répondants. Et vous voyez que ces sites-là réalisent, en tout cas pour un tiers d'entre eux, 20% du chiffre d'affaires international. C'est des données qui concernent là aussi bien les pure players finalement que les retailers. On retrouve les mêmes chiffres. En revanche, ce qui diffère, c'est la stratégie sur l'international, puisque on voit que chez les pure players, c'est très net. L'international, ça se pilote à partir de la France, alors qu'on voit que chez les retailers, on a encore 59% qui le pilotent via une filiale implantée à l'étranger. Voilà, donc 20% du chiffre d'affaires pour un tiers qui est réalisé à l'étranger reste à déterminer sur quel marché. Quels sont vos marchés préférés? Alors, le premier marché, je pense que tout le monde le connaît, gagné. La Belgique, on n'est pas journaliste au Journal du Net pour rien, on connaît le marché. C'est effectivement la Belgique qui arrive de très loin. En revanche, le deuxième, c'est un peu une surprise parce qu'il gagne 3 places par rapport à l'an dernier. C'est l'Espagne. Alors, il y a eu incontestablement quelque chose qui s'est passé avec l'Espagne, qui relègue l'Allemagne, le Royaume et l'Italie. Vous voyez, en troisième position, on retrouve ensuite l'Europe du Nord, de l'Est, du Sud, l'Amérique et enfin l'Asie. Dernier point, est-ce que la croissance sur ces pays-là, sur cette partie, ce volet international, va perdurer au cours des prochaines années? Eh bien, la réponse en images. Vous voyez que oui, incontestablement, vous misez, vous tablez sur une forte progression, sur une augmentation, voire une très forte augmentation de votre CA à l'étranger pour 59%, et ça concerne à la fois les pure players et les retailers.
Voilà pour cet autoportrait, j'ai envie de dire, ce selfie de la profession qu'on vous a proposé. La conclusion, ça va être que finalement, ces études, et je remercie tous ceux qui ont accepté de prendre du temps pour y participer, ça nous permet de mieux comprendre et ça nous permet aussi de conforter. Et c'est notre travail, c'est de fournir des informations qui vous permettent d'anticiper l'évolution. Et je vais conclure sur ces perspectives selon la FEVAD, sur la base de nos informations. Premièrement, on va franchir la barre des 60 milliards en 2015. Ça fera une progression de 10%. Moi, je pense qu'on a un alignement des planètes aujourd'hui. On a à la fois d'un côté des consommateurs qui nous disent qu'ils vont consommer davantage sur Internet. On a des marchands qui sont confiants également. Donc les 60 milliards vont être dépassés. Ce qui veut dire que 10% du commerce de détail passera par l'Internet. Sur le voyage, on sera carrément à 40%, certainement très prochainement d'ailleurs à 50%. C'est le premier secteur dans lequel le e-commerce deviendra majoritaire. On aura une croissance qui sera portée. On devrait atteindre les 180 000 sites marchands actifs pour 2015. Côté consommateur, ça sera l'année des 10%, puisqu'on aura 10% des ventes qui passeront par le mobile. Vous savez que certains adhérents sont déjà à 50%. Chez les plus avancés, on est plutôt sur une moyenne de 20%. La consommation collaborative, on n'en a pas parlé, mais c'est une très forte tendance sur l'enquête CSA FEVAD. Un colis sur deux, je sais qu'il y a beaucoup de logisticiens, un colis sur deux sera livré hors domicile, c'est-à-dire en point retrait, en poste et également en magasin via le click and collect. Et je finis par le dernier chiffre qui est pour nous très important, c'est la barre des 100 000 emplois qui sera franchie cette année. 100 000 emplois, ça fait que le e-commerce rentre dans la cour des grands en termes d'emplois. Ça nous met dans la catégorie des télécoms, de la pharmacie, de l'aéronautique. C'est aujourd'hui 100 000 emplois en France grâce au e-commerce avec des perspectives d'embauche qui sont importantes. Voilà, j'arrête là. Avant de passer la parole à Flore, je voudrais vraiment vous souhaiter à toutes et à tous un excellent one-to-one, plein de rencontres, d'échanges, d'accélération de business, avec tout ça dans un esprit de convivialité qui, je crois, font aussi la marque de cet événement. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Marc. C'est bon, je suis câblée. Oui, pas trop loin. So, in honor of our international speakers and guests here, we're going to switch to English. So this FEVAD survey shows that channel diversification is one of the big new priorities, especially for pure players. And among Click and Mortar's investment priorities for 2015, omnichannel and stores are very high, which led us to realize how physical stores have slowly made their way to the heart of online retailers' preoccupations, whereas they were born pure players or brands and brick and mortars. Brick is the new black, the Americans have started saying. And of course, if it seems natural, given that the walls between retail and online retail are falling down and that the consumer journey seems more omnichannel every day, well, it certainly doesn't mean that all players have the same approach. Take Click and Mortars, for instance. In France, they have been slow to build their online sales. Thing is, it was never their goal. Their goal was to use the internet and everything digital to increase their main source of revenue, which is store sales. And now, with all the click and collect and web-to-store mechanism rolled out, they're going full speed. It was made very obvious in the most recent FEVAD Médiamétrie Top 15 of online retail audiences, where you can find Fnac, Carrefour, Leclerc, Darty, Leroy Merlin, Auchan, and Decathlon. So for all of them, next step is to use digital technologies to better and enhance the experience in store. And for pure players now, well, the aim is different. They might want to build their brand awareness, to offer more services, or simply to find a new source of revenue, since growth has become harder to achieve in a mature and very competitive online market. And they, of course, have strong assets to be the ones who imagine the future of the stores that make most of all the opportunities that digital brings. So, well, to address all these exciting questions,
questions and learn from players who stand out as exemplary. I'm thrilled to have on stage with us today. We'll start with Chad McCutcheon, who's the Director of Omnichannel Digital Technology at Deckers Outdoor Corporation, which you may know better as the parent company of the UGG boots and the Chiva sandals. Next to him is Alex Golchan, the VP International for E-commerce and Omnichannel at BCBG Max Azria Group, which owns 3 fashion brands. And Olivier de la Clergerie, who's the CEO of LDLC, so an electronics e-commerce pure player which has started a very clever franchise store strategy 2.5 years ago. And so my name is Flore Fauconnier, and I cover online retail for JDM. So with no further delay, I'd like to turn to you, Chad. To begin with, could you tell us about the Infinite UGG program that you've rolled out, and that seems to be very central in your digital store strategy, both in the US and in Europe. So how does it work, and what's it for? Yes, absolutely. So Infinite UGG, it's in the vein of an endless aisle solution. And what it's aimed at really trying to do is addressing the issue of a growing footwear line that we're trying to bring into a much smaller retail store space, right? But we want to display the entire width of the brand. And so with Infinite UGG, what we've done is through a variety of both tablets, iPads, and also with just our point of sale, the till, we've got browsers that are there. And so as consumers come into our stores, they might be looking at a certain model of boot, but preferred in a different color that the store didn't happen to buy. And so by allowing them to purchase through the tablets or through the browsers with a premium shipping offer so that they can receive it very quickly, we've been able to really rapidly expand the Infinite UGG program over the last 2 years. Okay, and so how does it work? Is it different in the States and in Europe in terms of tablets, kiosks? Why? So it is different, and it's evolved. So initially when we launched it 2 years ago, right, we took a very small approach. We started it with 5 stores in our New York location and started with a very small payment card swipe application, and then learned quickly that we needed to get a better application, and then also that in order to expand it, we also needed to open it up at the browsers as well, at the POS. So 2 years ago, we went through our busy season with that version of Infinite UGG. Last year, we learned even further, and we started to expand it into our European locations. And what we really started realizing is that we needed to be able to seamlessly manage the content between the different Infinite UGG experiences and the website. And we also needed features like being able to tie customer information from the website to the tablet in the stores. And because our websites were on the Demandware platform, in our next version of it that we rolled out in Europe, we used the Demandware solution to start bringing that into stores to really take advantage of a lot of the features that were on the website, but that we didn't yet have on the tablets, but that consumers expect. Okay, and so what's the main goal of the Infinite UGG program? Well, more sales, obviously, but is it also for branding reasons or for simply to offer more services to customers? So we put the consumer at the center of almost all of the digital that we do. We feel like the digital for the sake of digital isn't necessary, right? You need to do it in order to enhance the consumer experience. And so primarily it was to enhance consumer experience by allowing them to get the product they wanted, no matter which property that we owned that they went to. So that was priority number 1. But also priority number 2 was our stores only have so much space. There's only so much space on the floor. There's only so much space in the back room. And as our brands have grown, the line has grown. And so the second priority really was to just address this issue of a growing line inside of a contained space so that consumers can see the entire breadth of the line. And I guess it also helps to calibrate the inventory of the store. Maybe you can find out that in one store, I don't know why, people want their boots gray and not brown. Yes. So we use the information, right, as the consumer orders through our digital access points, we feed that information back into our buying organization and our allocation organization so that they can make more informed purchases and allocation of the products next year as they start sending them out to the different retail locations, because you absolutely see changes in trends,
color preferences, even weather-driven type assortment type things, that this really gives us a lot of information to be more intelligent with how we allocate our product. So in two of your US stores, they also serve as innovation labs, and there you are testing something else, which is Magic Carpet. Could you tell us what it is? Yeah, so the Magic Carpet, it's a really big, almost 6 feet tall, interactive display. And on the bottom of our shoes, we put RFID tags. And we map those RFID tags back to our content that's on our website. And so when the consumer walks up to this interactive screen, they'll step on a carpet, thus the Magic Carpet name, and the RFID will leverage the open commerce APIs on our web platform. And through those open commerce APIs, it'll pull in the information from the product detail pages from our Demandware site. All right. And so how well do they do, both the Infinite OG program and the Magic Carpet? I've believed you've measured the increase in sales. So the Infinite UGG program, in general, runs about 3% of our store sales, right? So on average, we've got some stores that perform slightly higher, some stores that perform slightly lower. So 3% is in the US when Infinite UGG is only on the browser of the POS, or also in Europe where consumers can act on the tablet? It's pretty consistent across both regions where we see about 3% of sales. What we have seen, though, is in the two innovation labs where we have the Magic Carpet as well. Those, we're very much taking a test and learn approach to how we bring digital to the stores. And in those stores, we specifically bought smaller real estate. And we're seeing anywhere from 15 to 20% as a pretty average week of weekly sales coming through our digital access points in the innovation stores. Okay. Yeah, that's enormous. But some of that too is we're trying to use these innovation labs to really inform us as we move forward in terms of what we think our real estate strategy should be, because we could absolutely come through and continue to buy really large footprint flagship concept style stores, but in certain markets that might not be the right approach. And so by taking this test and learn, we need to find those markets where it makes more sense to have the smaller store concept and those markets where we have the larger store concept. Okay. Alex, if I may summarize your strategy, when you started at BCBG Maxaz Ria a year ago, the biggest revenue drivers that you had identified were omnichannel and the global presence of e-commerce, which relates very well to the FIVAT survey we saw earlier, and hence your roadmap and your goal to serve the customer in whichever inventory the product is, and to give the associates in the stores every tool they need to better serve the consumer too. So the first step of this journey was the rollout of an iPad application that you call Digital Store Solution. Could you explain what it does and what it's for? Yeah. Thank you, and good morning. Thanks for having me. Yeah, Digital Store Solution, we started with the Demandware product and we customized it. What we really liked about it was the fact that it's really based on all the programs we've already set up on our website. So it's using the same catalog for many of the same reasons that Chad mentioned. You know, for me, I'll just add to it that we'd like to bring the best of digital to the store and really bring the best of store environment to digital, because on the digital, you lack a lot of the expertise that you get when you have that human interaction in the store. So we really like to bring those aspects and model it online and bring the best of digital, which is analytics and understanding of the customer behavior in the store, understanding of recommendations, and all of those aspects we want to bring to the store. So this was our first step. Practically, what do the associates do on these on the application? Well, the focus really, of course, we want to drive revenue, incremental revenue, and but really the approach with the associates has been to use it as an information tool, as a sales tool, as a consulting tool. Not really focused on sale, but just have it with you so you can browse the catalog. And again, for many of the same reasons, we don't carry every size, we don't carry every color. We have very thin
inventory levels in the store. So this would really help to serve the customer. And again, everything we do is really around serving the customer, and I think the revenue would follow if you take that approach. But in order to have the associates really be involved in it, do you have a commission as an incentive? Do they log in and earn something if there's a sale that goes through it? Yeah. How does it work? Well, it's a learning process. I have to say that adoption is probably one of the most challenging environments, challenging aspects of rolling a new technology into stores, because even though you think it's a very intuitive tool and it's a very easy to use, almost everybody knows how to use an iPad, it's still very challenging. A lot of times people leave it on the desk, inside of a drawer. It runs out of battery. So we really have to incorporate a lot of sales practices and put a lot of information that they need beyond just the e-commerce application on this tablet, so they can use it. Instead of going to the back office, they can stay on the floor and really use this in the fitting room with the customer. So as far as commissions, we incorporate the same commission strategy as they do if they do a store sale, but we had to take it a step further because we needed to incentivize the store managers and the district managers to really see a bonus structure. And we're starting to break the walls between the store P&L and the online P&L, because those are always challenging. So we're starting to incentivize everybody on both store sales and online sales, so that they don't feel that they want to keep it in their district or in their region or even in their store. So it's a continuously evolving process, and I think we're getting there. And so how much time did it take for stores to adapt? I don't think the adoption is complete yet, but we launched this recently in November of last year. And so at this point, it's 5 months into it. At the beginning, I think we had only a 30% store adoption. Some stores were really using it. Some stores weren't using it at all. And through just continuously learning and doing surveys and working with store managers and understanding feedback from them, we instituted different programs, different incentives, more training, continuous updates, and I think we're now at a much better adoption. This month actually has been our best adoption yet. All right. And well, you told me that this application, your digital store solution, also led you to rethink some aspects of e-commerce. For instance, if you previously, if you lacked one picture for a reference, an SKU, you wouldn't put it online, whereas now maybe it would have been helpful to a physical store consumer. So how is this digital store solution changing your e-commerce perspective? Yeah, I mean, it's also pointed out a lot of challenges with our digital asset management process, and how quickly we get products and take pictures and put them on site. And I think in the store, because the associate is really scanning a similar product or a different color or different size, we don't necessarily need the picture. So we are now making it searchable online even before it's produced on the site from a visual standpoint. So really finding different ways, and also realizing that the patterns of when things sell out, the top sellers in the store versus the top sellers online, that behavior might be different. So you might run out of something in the store very quickly, but you may not have as much demand online. So you can continue to use those products to sell from the store through this product. Okay, and do you have a different approach for your 3 brands, or did you start with the main one and will you roll out no matter if one is high-end and the other one less? Yeah, we have slightly different approaches. Our higher-end brand, Hervé Léger, is about $1,000 average order. And so that brand, we have a lot larger international consumers because we don't have a lot of stores internationally.
So the people that know the brand, they love it. And when they come to US, they want to buy it. A lot of times they want to ship it to their country. They don't want to carry it with them. So we have to enable international shipping into the application. So we're rolling that out in about a month to that brand. And then our kind of a younger demographic brand is BCB Generation. And we're rolling that afterward. Right, thank you. Olivier, LDLC avait depuis longtemps un magasin parisien et un magasin lyonnais, mais il y a 2 ans et demi, vous avez débuté une stratégie d'ouverture d'un réseau de distribution physique. Votre objectif est d'atteindre 40 magasins en 2018. Là, pour l'instant, vous en êtes à 8. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler pourquoi vous avez eu envie de devenir un click and mortar ? Alors effectivement, on a ouvert des magasins très rapidement après la création du site internet, puisque le site internet a été créé en 97 et le premier magasin physique est arrivé en 98. Donc en fait, on a une expérience des 2 canaux simultanément assez longue. Mais finalement, on voit que la raison pourquoi on veut étendre le réseau n'est pas la même la raison pour laquelle on a créé les magasins au début. La création des magasins au début était liée à l'aspect notoriété, confiance. Lié à la création du web, du e-commerce, qui en 97 n'avait même pas encore de paiement en ligne. Donc il y avait une vraie volonté d'installer quelque chose qui permettait de donner une réalité à une marque web. Aujourd'hui, la volonté de développer un réseau, comme on l'a dit il y a 2 ans et demi, c'est de donner au monde digital le complément qui est demandé par les consommateurs. Lorsqu'on regarde la vente à distance, elle a énormément d'atouts puisqu'elle a permis de donner aux consommateurs une zone de chalandise nationale, d'avoir des offres extrêmement compétitives sur l'ensemble du territoire, mais elle nécessite du transport, elle nécessite un certain délai. Enfin, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi les contraintes structurelles de la vente à distance. Le magasin, c'est aussi la capacité de se rapprocher de ses clients, de créer un réseau de proximité pour permettre de compléter les services que l'on peut proposer aux clients. Et il y a 2 ans et demi, lorsqu'on a travaillé sur ce projet-là et qu'on a annoncé qu'on lançait un réseau physique, notamment par le biais de la franchise, ça pouvait sembler un petit peu avant-gardiste, mais on voit que l'histoire nous donne raison et que le consommateur, par les outils technologiques qu'il a à sa disposition, continue de driver véritablement bien la stratégie des sites de e-commerce, parce que c'est bien le consommateur qui prend de plus en plus le pouvoir vis-à-vis des outils technologiques qui sont mis à sa disposition, vis-à-vis de la mobilité, vis-à-vis de tous ces éléments-là, qui prend de plus en plus de pouvoir et qui a de plus en plus d'exigences. Et nous, finalement, sites de e-commerce ou magasins, en tout cas commerçants, notre volonté, c'est de répondre aux désirs des consommateurs. Ils deviennent de plus en plus complexes, multicanal, ils veulent tout. Le plus rapidement possible. Et donc, si on veut arriver à adresser l'ensemble de ces désirs clients, eh bien, notre conviction, c'est que l'association du réseau web et du réseau physique est une nécessité. Sur l'omnicanal, vous avez effectivement en quelque sorte la chance de partir de zéro. Vous n'avez pas besoin de casser l'existant, de casser les silos, de voir comment organiser tout ça. Vous pouvez créer du nouveau. Et sachant ça, quelle est votre approche de l'omnicanal et de tous ces services ? L'omnicanal, pour nous, d'abord, c'est des basiques. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est la proximité, c'est le conseil, c'est le côté humain. Des choses qui ne sont pas forcément facilement adressables par le web. Donc ça peut paraître assez bizarre, mais ça commence par des vrais basiques de commerçants. Après, on va y adosser un certain nombre de règles pour être en bonne harmonie avec le web. C'est-à-dire qu'on va utiliser la force du web, d'avoir un catalogue extrêmement large et d'avoir un catalogue présent en magasin d'environ 4 à 5% des références qui sont présentes sur le site web. On n'a pas nécessité de mettre l'intégralité de l'offre, donc ça, c'est des éléments clés. Et ensuite, on est devant un monde qui est devant nous, qui est un monde de perspective, parce qu'en fait, les codes ne sont pas encore écrits. Dans l'omnicanal, on est encore dans un monde de découverte où on va tester, expérimenter énormément de choses, et c'est le consommateur
qui va nous dire s'il adopte ou s'il n'adopte pas des modes de fonctionnement. Alors on a déjà des standards qui se sont créés, le click and collect qui s'est déjà créé, le point de retrait qui s'est déjà créé. Donc on voit que ça va très très vite, mais par contre on est dans un processus qui est itératif. Donc on va avoir beaucoup de tentatives. Les commerçants en général vont tenter des choses, digital, pas digital. Enfin on va avoir énormément d'expérimentation et le consommateur va dessiner, comme il l'a fait dans le cadre du e-commerce, probablement les standards de demain. Donc on va utiliser, pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de créer un réseau de proximité qui va permettre de dire on est capable d'offrir aux clients véritablement, lorsqu'ils le désirent, le choix d'avoir un magasin ouvert 24 heures sur 24 sans nécessité de proximité, lorsqu'ils le désirent, du conseil, la possibilité, probablement dans le futur, et je pense que ça deviendra un standard, des points de dépôt, enfin une gestion de SAV beaucoup plus simple pour les consommateurs. Voilà, donc il va se créer un lien qui est complémentaire au web. Je vais juste donner un chiffre qui est très parlant sur l'aspect complémentarité et macro. Nous avons réouvert il n'y a pas très longtemps un magasin en propre juste avant les franchises dans la région de Lyon. Lorsqu'on regarde la zone de chalandise que ce magasin adresse, et qui était faite sur le web auparavant, puisqu'il n'y avait pas de magasin sur cette partie-là, on va considérer que c'était une base 100. Voilà, on va dire le chiffre d'affaires était en base 100, uniquement généré sur le web. Un an après, la base du web était passée de 100 à 110, 115. Donc on voit que le web avait continué de progresser malgré l'ouverture du magasin. Et le magasin avait généré autour de 180. Donc ça veut dire que la zone était passée de 100 à 300. Oui. Voilà, donc l'enjeu, il est là, l'enjeu, il est clair, il n'y a pas de cannibalisation, il y a une vraie création de valeur et le consommateur l'attend. D'accord. Ok, donc effectivement, c'est vraiment la complémentarité avec création de valeur sur tous les canaux. Et je crois que vous disiez aussi que l'ouverture des magasins vous permettrait, à partir de cette année ou l'année prochaine, alors indirectement et globalement, mais d'améliorer vos marges. Est-ce que vous commencez déjà à le vérifier ? Alors, mécaniquement, ça améliore les marges par le biais des achats et par le biais du volume. Hein, ça, c'est le premier point. Ensuite, ça améliore le contact avec le client. Ça permet, on va dire, par le biais du conseil, nous on travaille avec notre marque aussi, LDLC, donc ça permet de mettre en avant aussi la marque. Donc c'est plein de petites choses qui permettent d'améliorer la marge, qui permettent d'améliorer les process, parce que lorsqu'on va travailler sur les flux, notamment les flux de retour, les flux un certain nombre de choses, là encore c'est de l'amélioration de marge, parce qu'on va pouvoir rationaliser un certain nombre de processus en améliorant la qualité de service vis-à-vis du client. Donc c'est un processus global qui est bénéfique à notre sens pour le client et pour nous, parce que simplificateur. Enfin, c'est bénéfique à partir d'un certain seuil. J'imagine que c'est pour ça que vous avez fixé 40 magasins pour avoir un bon maillage du territoire. C'est bénéfique à partir du moment où on peut dire qu'on a un réseau. Oui. Parce qu'effectivement, si on dit qu'on fait une offre, lorsqu'on est sur le web, il faut que l'offre elle soit au moins présente sur le réseau qu'on adresse. Donc c'est vrai qu'il faut un minimum de magasins physiques présents pour pouvoir prétendre dire je suis une enseigne de réseau et j'ai la proximité à vous offrir. Okay, merci. So after these very rich insights on what you have already rolled out, we'll maybe move to what's next for all of you. So Chaz, back to you. In terms of using digital technology in stores, what are your other plans for the future, whether they concern Infinite UGG or not? Right, so at the core of it is that fundamental belief I was talking about of just test and learn, test and learn. So some of the next things that we're going to start trying to test are with the Magic Carpet. How can we start taking your experience that you're interacting with on the screen? Right now, we can send you a text message, right, to your phone of the product details page, and you can go back then and start shopping. What we're going to start looking at, though, are adding new features there, such as maybe being able to email it to yourself, maybe being able to use a QR code and scan it, right? How do we start better leveraging some of the store inventory information that we're storing online? So right now we're starting to expose it through our Infinite UGG program, but how do we start better leveraging that inside of certain stores to be able to, in a more real-time fashion, enable the sales associates with your enterprise inventory information across the network, right? Those are the initial things that are coming to mind. Other things that we're starting to do are on the in-store analytics side. Okay. So we're also piloting in our innovation stores the same concept of that I'm sure you've all had as well for
your entire experience with e-commerce, right, or your site analytics. So you get a really robust set of data. We're starting to bring those same analytical capabilities into the store, and we're starting to get new information like how many people are just actually passing by the store. So we've always had counters that tell us how many people are coming in the store and how many we're converting, et cetera. But with some of these new technologies, what we're starting to do is identify how many people walk by and then never actually come in. And so then that's going to start opening up multivariate testing, like A/B testing type scenarios, so that we can see the window, this window brings in X percentage more traffic than this window, and be able to start leveraging that. What other kind of things would you like to be able to measure and analyze? And what for? Was it to... Well, you told me when we prepared your intervention that your brands are rather young. I'm thinking about the UGG brand. I think it's 8-year-old, so it's quite young, and the stores are very different from one another. So maybe, are you going to use in-store analytics to improve the floor set, or do things that aren't very complicated, but that still need data to be analyzed first? Absolutely. So we start looking, we call it dwell time, and we also look at the footpath. So you can start seeing the average footpath through a store, and you can start seeing where consumers are spending more time. And so by looking at that footpath, then you need to start optimizing essentially your product assortment that it's along that key path. And then also you need to start paying attention to the dwell time. So what parts of the stores are they spending more time in, et cetera? And then how do you optimize that experience as well? Alex, among the next steps of your journey, I think you want BCBG Max Azria to be able to ship from every store, so to make your whole stock multi-channel. So how would it work, and what would it be for? Yeah, really, we're trying to bring every product and understand products throughout the enterprise. Because today they're in silos. So we have products that we have in our wholesale division. They're kept to feed into our wholesale partners, like department stores and so forth. And then we have our retail inventory, which feeds our stores. And then we have our e-commerce inventory. So a lot of times the buying patterns are different in different locations, even within stores, but also across wholesale and retail. So many times you run out of stock on the e-commerce site, but you have the same product sitting in our warehouse in our wholesale bucket, and it's not selling. And at some point, it will be marked down, or it will be sent to our factory store. So if you have a customer and you have demand, you should be able to realize that demand and fulfill that demand from any inventory bucket, which means a lot of challenges. You have to overcome it's a huge change for the company that you have to overcome different P&Ls and different practices and make this inventory available to anybody who has a full price demand. If I have the demand, I should be able to not only satisfy that customer, but also sell my product at full price. So that's a huge driver. So initially, we're going to start with ship from store. And, you know, the vision is not just around how do we get our, maximum profit from our sale, but it really is great for the customer, because imagine you order something online and I can pick that item from a store that's close to your house and then connect that into Uber or other courier services and have that to your house within 2 hours. 1 hour to pick the product from the store and 1 hour to deliver it to your house. So you can go online and have your item in 2 hours. That's really the vision of the benefit to the customer. Also, if so you don't it want also means that you would like to integrate last mile solutions like Uber. You wouldn't do the last mile yourself. We could. I mean, you could have a lot of different options today. There's a lot of services that are the same model as Uber that you can use, where different people are driving in the proximity of the customer or the store, and they can deliver that. So I think the customer would pay
a little bit more, $5 for that service. Oh, like Postmates or TaskRabbit or Yeah. things like that. Okay. Exactly. The other thing is pickup in store is really to bridge that gap between the online and stores and not view each other as competition, but really working together synergistically, where e-commerce drives traffic to the store to even accept returns, online returns into the store, because a lot of times you can recapture a lot of those return dollars. And then you can also have extended hours for pickup. If I work till very late and I don't want to have things shipped to my house, I can pick it up from the store. So those are all the strategies, and it really helps us for international expansion as well, because we may not immediately create a local e-commerce team. So today, in the last year, we've launched international shipping to 100 countries, and then we've started with translations in French and Spanish, and we're going to expand our translations. But in order to now take it to the next level, we can do in-country fulfillment through our stores in France. So if we can, or stores in other parts of the world. So that would be the first step. And then later we can really localize a team in each of these countries to serve that market. You bypass the building of a distribution center locally. Yeah. Through the stores. Yeah. Okay. And so We can evolve to that point. I understand you said it's first to better serve the consumer before then to increase your sales, but still, once it'll be in place, once I think it's during the summer that you will roll out the shipment from the stores. Once it'll be rolled out, what do you expect in terms of increase of sales? Yeah, of course we haven't rolled it out at BCBG, but at my last job, when we rolled out ship from store, along with the ability to order from the online from the store with the DSS solution. So DSS alone, we expect somewhere in the 2 to 5% incremental revenue. I think it's in line with what Chad was saying. 2 to 5% for just the DSS solution. And when you have ship from store, pick up in store, and return to store, I think you can really look at a 25% incremental based on your store revenue, not online revenue, which could essentially double your online revenue. Okay. All right. So, Olivier, donc pour revenir sur votre stratégie d'ouverture des magasins, vous avez annoncé tout récemment, ça devait être la semaine dernière, que vous allez accélérer. Vous allez en ouvrir 10 cette année. Alors pourquoi cette accélération maintenant? Est-ce que l'accélération, elle est dans le rythme de l'ouverture, hein, puisqu'on veut atteindre une quarantaine de magasins dans 3 ans. On en a autour d'une dizaine. Donc, si on suit le rythme, ça fait 10 par an. Donc, c'est finalement simplement le fait qu'on rentre dans un rythme plus de croisière, et ce qui est logique, parce que quand on fait des ouvertures en mode franchise, voilà, il y a un rythme à prendre, il y a un métier à acquérir, et ça nécessite, on va dire, un démarrage un petit peu plus lent, et puis après on rentre effectivement dans le rythme de croisière d'ouverture. Alors justement sur le choix de la franchise, j'ai l'impression en regardant les résultats des retailers en ce moment que les réseaux intégrés progressent plutôt plus rapidement, et en particulier parce que c'est peut-être plus facile pour eux de bénéficier de tous les dispositifs omnicanaux, click and collect, etc., que quand ce sont des réseaux de franchisés où c'est évidemment des choses plus difficiles à déployer. On a vu par exemple les bons résultats de la Fnac récemment ou de Boulanger, et ces deux enseignes qui sont effectivement assez précurseurs sur la digitalisation des magasins. Est-ce que ça vous inspire quoi? Ça vous inquiète sur le choix de la franchise, ou vous dites que comme vous partez de zéro, vous pouvez, dès que vous ajoutez un magasin, l'inclure, l'omnicanal est déjà prévu et donc ça résout le problème? En fait, voilà, la réponse, elle est un petit peu dans cet aspect-là, c'est-à-dire que nous, on arrive avec un peu un clé en main par rapport à des franchisés qui sont aujourd'hui des candidats franchisés. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont tout intérêt à choisir, au moment de l'ouverture de leur magasin, tout le dispositif qui est mis à leur disposition, le site internet, la visibilité des stocks, la possibilité de faire du click and collect, le point de retrait. Tous ces éléments-là, c'est un package intégré
qu'ils prennent naturellement, parce qu'ils ne vont pas se couper de l'activité. Donc c'est vrai que là, on voit tout l'intérêt, en tout cas les freins que nous n'avons pas lors de la création d'un réseau, puisque on va dire le web n'est pas en confrontation avec le candidat qui va ouvrir le magasin, parce que pour lui c'est vraiment un atout. C'est nous qui prenons quelque part le risque, si on peut parler de risque, vu les chiffres que j'ai donnés qui ne sont pas de la cannibalisation. C'est nous qui sommes déjà convaincus du risque que nous prenons. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller dans ce sens-là en termes pour convaincre les personnes qui souhaitent rejoindre le réseau. Pourquoi on a fait le choix de la franchise ? C'est parce qu'en fait aussi, pour nous, il y a le caractère effectivement qui permet de développer rapidement un réseau. Et dans le monde de l'Internet, on a l'habitude de penser rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide quelque chose, la mise en œuvre, on essaie toujours d'être très réactif sur la mise en œuvre. Et la franchise répond bien à ce modèle-là. Le deuxième aspect, c'est que c'est aussi quelque chose qui est challengeant constamment, puisque vous vous entourez de chefs d'entreprise qui ont forcément un esprit critique, positif, et qui vont chercher à constamment améliorer le processus. Et comme nous sommes dans un monde de découverte et d'itération, nous avons besoin au niveau des magasins d'avoir véritablement des personnes qui soient là, qui surveillent, qui indiquent les côtés positifs, les attentes des clients, afin que nous puissions générer les processus à mettre en place. Donc c'est vraiment un gagnant-gagnant en termes de déploiement de réseau pour nous. Alors, après, les magasins LDLC, no offense, mais à côté des dispositifs connectés, interactifs, etc., que nous ont présentés Alex et Chad, c'est pas on sent que l'objectif n'est pas complètement le même, donc vous n'avez pas du tout mis la priorité là-dessus. Et vous nous avez expliqué tout à l'heure que pour vous, l'objectif, c'était au contraire de bénéficier de tout ce que la proximité apporte. Est-ce que ça, c'est parce que vous vendez des produits techniques qui sont donc un peu compliqués et qui nécessitent conseils et explications, ou parce que vous êtes un pure player ? Je pense que ça vient effectivement de l'origine du positionnement où on se trouve. D'abord, nous sommes sur un marché technique qui est un des tout premiers marchés qui s'est lancé sur le web. Donc, c'est pas un marché récent sur le web. Les gens ont l'habitude de ces produits-là. C'est des produits techniques qui nécessitent du conseil. Nous sommes sur de la distribution spécialisée. Aujourd'hui, la première clé, comme je l'ai dit, c'est la construction du réseau. Parce que le déficit, c'est la proximité. Et pour ça, les bonnes vieilles méthodes, le old school, fonctionnent très bien. Après, dans le laps de temps qui suit et qui est parallèle, la technologie évolue très rapidement. Donc les outils technologiques qui sont dans les mains des consommateurs, aujourd'hui ils ont un ordinateur dans leurs mains avec le téléphone portable, ce qui avant n'était qu'au bureau ou chez eux, etc. Donc la technologie va continuer d'évoluer et bien évidemment nous allons intégrer de la technologie au sein des magasins LDLC. Mais cette technologie-là, elle n'est pas forcément dans un premier temps sur le catalogue ou sur des choses comme ça, où nous nous reposons sur ce qui existe déjà par rapport à ça, le site web, le catalogue web, l'accessibilité, mais elle va vraiment être sur les chaînes de valeur ajoutée que l'on pourra proposer aux clients. Donc plutôt l'intégration et rendre finalement, l'objectif c'est rendre finalement, le client ne connaît plus que l'enseigne, que ce soit physique, pas physique, etc. Pour lui, ça doit devenir quelque chose de complètement transparent. Il fait appel à une enseigne et il vit l'expérience d'une enseigne. Donc, la technologie pour nous est avant tout un outil d'amélioration de l'expérience client. Et dans cette amélioration d'expérience client, on peut retrouver effectivement des outils digitaux qui permettent de mettre en avant le catalogue, de faciliter tous ces éléments-là. Mais c'est vrai que, étant un pure player à l'origine, on a peut-être des habitudes par rapport à ça qui ont été mises en place dès l'origine. Donc Oui, on se pose moins la question. Donc en fait, on a des marques et distributeurs de mode qui ont des magasins qui deviennent super digitaux. Et puis on a un pure player avec une chaîne de magasins pour l'instant basique et très axée sur l'humain. Mais in fine, tout ça va converger. Okay. Maybe one last question to you too. In France, more and more e-commerce pure players are opening physical stores. And is it the same in the US? And do you think it's compulsory for them or it depends on other things? We're absolutely seeing some of the more pure play start to open stores. We're seeing a lot of the pop-up
shop type concept where for certain key selling periods, they'll open like a Zappos.com is a very popular footwear company. Pure Play, right? They got bought by Amazon. But what they've done is during certain key transactional periods, they'll open up these physical locations using a lot of the same type of technology that we've been talking about to bring that physical aspect to it. I think something interesting to think about is, in some ways, I'm jealous coming from a Pure Play space into more of a physical space versus kind of vice versa sometimes, because just the technology is so much nimbler and so much quicker and so much more intuitive and easy to use. Whereas a lot of the retail store systems, they're enterprise in nature. They're a little bit archaic sometimes. They weren't built user-friendly. And so I think that in some ways, you have kind of a fresh, more agile, nimble start coming in, and that's really great. I wouldn't be surprised, right? Kind of a bold thought here, but I wouldn't be surprised in the next 3 to 5 years if you don't start seeing in-store point of sale teal type systems just replaced by e-commerce systems, because the e-commerce systems, that's what they're meant to do. They're meant to take orders every single day in a way that's intuitive for a user. So if your website's not intuitive, your conversion rate's going to be very low. And so I think that you'll see that same evolution of technology into the stores coming from the digital space. Yeah, in fact, you do see some players like that. I'm thinking about Groupon or eBay or Google, and who are starting to open businesses for POS, MPOS, and to offer services to physical stores. Right. So, okay. Well, thank you very much. I'm not sure. Yeah, we're going to take a few minutes for questions for the audience, because I think the clock is ticking. So, is there? I don't see much. Okay, there's a mic over there. Does anyone have a question? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos speakers? Geneviève Petit au premier rang. Hello, Chad. Could you explain a little more about your magic carpet? I didn't get the point. I might not be doing a good job then if you're not getting the point, because one of our goals is to naturally enhance the consumer experience in store with something that would be a very typical use case. And so one of the most common things that somebody does in our store is try on a pair of shoes, right? And then they'll go look in front of a mirror. Well, by stepping up to this display now, what the shoe does is it starts bringing up product details page, or it starts bringing up all the features and all the information about that shoe. So items that maybe your sales associate could communicate, but also it allows the consumer now to go in and start getting to that information just by stepping on the pad and pulling up the interactive screen. And then also what you can do with it is you can, through an iframe that we've put on there, you can start pulling all of the social reviews type information. So you can be seeing what other people are saying about the product. So now you don't just have to believe, right? In the past, it was very much the store associate was telling you how good the product was. Now we're enabling transparency by allowing the customer to start getting to reviews of other customers similar to what you'd see on a website. And so... Et donc tout ce qui est affiché est déclenché par l'étiquette RFID qui est sous la botte au moment où on se pose sur le tapis et qui donne accès à toutes ces fonctionnalités. Trust me. Okay, another question? Are you also hungry? Okay, I think they are. Well, in that case, I'd like to thank you very much, the three of us. Il y a une question, je crois qu'il y a une question. Okay, I don't see it. Adrien Nussenbaum de Miracle. Bonjour, Adrien Nussenbaum de Miracle. C'est ma question annuelle. So maybe I'm gonna do it in English, if it's fine. So a lot of our customers use digital in store to actually offer products that they don't physically hold in the store, but also products that they don't hold at all, and that can be directly shipped to the customers by third-party vendors or suppliers that they may be partnering with. So in your case, when you're selling your own brands, I'm not sure how far it could go, maybe range extension, other products.
Et pour Monsieur de la Clergerie, un sujet dont on aime bien discuter, mais si je rentrais dans un de vos magasins et que je voulais un produit très concurrentiel qu'on trouve partout sur Internet et que vous n'avez pas dans le magasin, pourquoi ne pas le faire vendre par un partenaire à qui vous prendriez 15% de marge nette? Okay, just to explain this, guys, builds marketplaces for retailers. It's great promotion. Thanks, e-commerce 121. Well done. I can answer. For us, first thing we want to do, potentially bring a visibility into other brands. So, for example, we don't want to go downward, but if you're in BCBG and you want Hervé Léger, we could offer those merchandise in that store. Not the physical merchandise, but through the digital channel. The other thing is that we have the stores usually just carry the latest product, but online we have some of the older products. So if you came to the store and you saw something and came back a month later and it's not there, you could potentially find that through this product. But for us, it's really in the longer term, we want to do the reverse of that. So we want to actually go to our wholesale partners that are selling our products. For example, if you go to Saks or go to Nordstrom, Macy's, department stores, and we want to offer them an ability to order a wider selection than what they're buying from us to their customer, and in a way to kind of also reward them so they don't view it as a channel conflict. So obviously that they could sell somebody else's brand within the department store, but if we can incentivize them through some kind of affiliate or some kind of commission structure, revenue sharing, then I think we can make that work. Thank you. Olivier, quid d'un Je vais corner répondre d'une autre marque assez chez vous? directement. Je pense que la réponse tient dans la notion de distribution spécialisée ou de distribution plus généraliste. Aujourd'hui, LDLC.com est un acteur de distribution spécialisé. Notre métier, c'est d'offrir un catalogue le plus complet possible dans notre domaine à nos clients. Nous avons fait le choix de rester dans un modèle de distribution spécialisée et donc de ne pas mettre que ce soit sur le site ou au niveau des magasins, de ne pas venir rajouter des segments de produits que nous ne vendons pas directement parce qu'on estime, et c'est notre position, que cela ne va pas servir la lisibilité de l'image de marque, voilà, enfin de la marque, pas de l'image de la marque, mais de la marque elle-même. Donc pour ça, nous sommes plutôt dans le cadre des extensions qui ne sont pas liées au métier d'origine, plutôt dans le cadre d'une politique multimarque, pour permettre de clarifier véritablement les positionnements et de ne pas venir perturber le consommateur. Parce que si nous ne le faisons pas, ce n'est pas parce que nous n'avons pas envie de vendre, mais c'est parce qu'il y a des raisons vraiment stratégiques par rapport aux différents positionnements. Voilà. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Merci à notre audience aussi. Je crois qu'il est temps d'aller déjeuner maintenant. Ça se passe au premier étage. Très bon e-commerce one-to-one à tous.